Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les Batty Talks. Je m'appelle Hayley Edmonds et j'animerai toute discussion qui aura lieu sur cette scène, l'Agora 2. Ce matin, nous allons nous protéger, projeter plutôt, un peu dans le futur à travers 3 prismes différents. D'abord, nous allons voir comment le secteur du bâtiment et de la construction est en train de changer sous l'impulsion de la digitalisation et des innovations technologiques et quelles vont être les grandes transformations à venir dans les prochaines années. Puis, nous aurons une discussion autour des nouvelles formes d'investissement et de transactions immobilières avec des spécialistes de la blockchain et des NFT. Enfin, nous allons découvrir les coulisses du plus grand chantier de France et nous arrêter sur les innovations qui sont expérimentées sur ce chantier et qui pourraient être généralisées dans le futur. N'hésitez pas à prendre part à la discussion en posant vos questions à la fin de chaque intervention et sur les réseaux sociaux avec le hashtag Batimat2022. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à notre premier intervenant qui va s'exprimer en anglais. Je vous invite donc à scanner le QR code qui va apparaître sur l'écran avec votre téléphone pour accéder à la traduction. Sinon, si ça ne s'affiche pas, non, d'accord. Ok, en fait, sinon, il y a le QR code qui est juste là, si vous voulez accéder à la traduction. Est-ce qu'on a le slide QR code? Tout le monde a scanné le QR code qui va accéder à la traduction? Non, voilà, c'est là. Now let's switch to English. So it's my pleasure to welcome on stage our first guest of the morning, Jan Mischke, partner at McKinsey Global Institute and co-author of the 2020 report, The New Normal in Construction. He will give us a glimpse of the major disruptions that the construction industry will face over the next few years. Jan, the stage is yours. Thank you very much. So, thank you very much for the introduction and for the invitation. Great pleasure to be here. And it's also a very interesting time to speak about what is happening in construction and where the sector is headed. And with interesting, I mean in a once in a generation, if not once in a century type situation. The sector is being hit by a lot of structural forces from all sides at the same time. And we argue it's going to transform in a way that it hasn't transformed for a century. It's a slow transformation. 10 years, 20 years. So it's very easy to ignore it for a while or to miss it and then lose out in the long run. So it's very worthwhile now to be clear on what's happening, how to position yourselves, and what to make the most of it out of it for your respective businesses. If we look at this context that we're in, I think on the one hand, it's the long-term outlook on growth that is actually, in many ways, an opportunity for construction. The net zero transition that is now gaining steam in so many ways, in our estimates, will require an annual investment of an additional $3.5 trillion a year between now and 2050. In Europe, that's close to 2% of GDP in extra investment. A lot of that will need to come from the construction sector one way or another. This is a huge opportunity, and it is a huge opportunity in a context where already today many firms are struggling with recruiting people, are struggling with getting materials. So it's kind of a supply constraint situation that might stay from a broad long-term demand situation for quite some time. And then on top of that, of course, you add the reconfiguration of the energy system also in fossil fuels that is now happening or needed, unfortunately.
On top of that, you add the reconfiguration of global supply chains that is also unfortunately needed and happening. And you have a very strong long-term demand that at the moment the construction sector will struggle to fulfill. Now, some of that resource-constrained situation is also adding to the inflationary pressures we are seeing from the energy crisis. And that's the second point. While long-term there's a lot of growth, in the short to medium run, there's also almost unprecedented uncertainty and volatility that's going on. So all of you have been facing the surge in material prices, the surge in inflation, the uncertainty on the economic outlook, the uncertainty on the interest rate outlooks. The reality is that no one knows how exactly this is going to play out. But what is fair to say is that volatility will stay high for at least another 1, 2, 3 years, very high. I think it's also fair to say that we will be entering a recession relatively soon in Europe. It's also fair to say that inflation will be around long enough to matter for at least a few years. And it's also fair to assume that interest rates will keep going up for a while, which in turn then has significant implications also for real estate markets. Real estate, the total value of real estate in the world has actually tripled to $350 trillion over the last 20 years on the back of declining interest rates. You take interest rates down, prices go up. Now you take interest rates up, prices keep going up because people are scared of inflation, but this will only last so long. So there's some interesting things in the making in terms of the uncertainty. Again, now if one thing that is clear is the volatility will be there, the uncertainty will be there, and the companies that are most robust, that are most productive, are the ones that can most easily sustain this. And then last but not least, you have the technological disruptions, the digitization, the industrialization, I'll get more into that in a bit, and a number of new competitors trying to challenge the status quo of working. If you combine these things, then one of the common themes is productivity will matter more than in the past. Whether it's being productive to essentially cater to demand that currently a lot of firms cannot really fulfill and gain market share, gain strategic distance, whether it's productivity to deal with market swings and volatility and uncertainty, or productivity in terms of innovation and stepping ahead as the industry is changing. But that is exactly what has been missing for a long time. In the US, labor productivity in construction is now lower than half a century ago. In the EU, it has essentially been stagnant for decades. Even in China and India, the picture is not rosy at all. And that compares to overall economy-wide productivity growth that has been very slow by historic standards and very disappointing. But still, it has been growing steadily and surely. And of course, there's a lot of measurement uncertainties. In the US, the BLS estimates it might be 0.5% a year off in terms of the measurements, because it's so difficult to measure what exactly is being built, what value does it have. Even sometimes measuring like how much work went into it, given all the contractors, overtimes and so on, is difficult. So it might be 0.5 percentage point off, maybe even a bit more. That is significant. It can turn negative growth into positive growth. It cannot turn the picture of this being anywhere near where the total economy is and where the sector should be. So rising demands on productivity, but a history of not delivering on that. This has to change. And this has to change now. Because so many things around the sector are changing. Beyond the things I mentioned earlier on, there's a change in customer demand. There's even in residential real estate a much higher share of large-scale investors that are operating on different scale or different levels of professionality, having completely different demands from a customer side.
as changes in inputs move to more sustainable materials, more use of steel, of timber, and so on, in addition to concrete, which actually changes the logistics equation. So you can transport those things longer distance and work much more with prefabrication. The regulators are waking up that something needs to give. Just mentioning, like in the UK, front-running a lot of the transition to modern methods of construction, also Australia mandating shares of use of those technologies, or of course, more straightforward, all the BIM mandates around the world. And then you have the industrialization, the materials, the digitization, and a few new entrants that all of you have been exposed to for a while. If you combine that, then the direction of travel that we see is one of essentially becoming much more productized and going a little bit the way that other industries like aerospace or shipbuilding or so have gone before. And like you take a sector that is essentially working on individual projects one at a time, and firms that are building a bridge today and building a house tomorrow, towards much more of a system of saying, we want small, medium, and large bridges, like the Swiss railroads are now essentially designing and tendering out. Or a system where you say, I want low-end, medium-end, or luxury housing. Or whatever kind of product category it is, essentially becoming much more product-based, much more standardized, much more focused on delivering those products that customers really want, rather than selling carpenter hours and engineering hours, which is actually not something that any of your customers really wants. They have to order it in order to get the product, but they don't want it. Now, if that's the direction of travel, companies will need to specialize much more. You can't be good in everything. We need to specialize much more. Are you a luxury brand? Are you a mass market player? Are you whatever it is? It will also, at least for a while, go along with much more integrated value and supply chains. It's very difficult in the current fragmented setup with owners and 15 different architects and designers and suppliers and so on to actually innovate and make it real difference. It'll be much more easy to, either if you kind of own the entire value chain, like a number of companies are now essentially from the investment side, often like back integrating, or by partnering in long-term relationships to actually join forces to design the next product generation. And it will require more scale, enough scale to invest, to innovate, invest in branding, invest in technology, invest in facilities, invest in human resources, attract all that tech talent that is difficult to get by having a clear vision, having a big balance sheet, having something that pulls. So, to illustrate that vision, this is where we might be moving toward, in some segments of construction, not all of it, it's a very broad sector. So things will different in different ways and at different speeds. It is this essentially more productized setup where in the end customers want their structures, their buildings, whatever, but they don't only want their structures and their buildings, they want to use it. They want office floor space that is heated and shaded and operated and everything. So it's essentially a product, a structure with all the analytics around, with all the operations around, optimizing for what the customer really wants. And the best and most efficient way to get there is then to move backwards from there and say, okay, what are the Lego bricks that can actually deliver this product, this outcome? What is the right level of subsystems? It's probably not at the system or at the level of 3 cubic meters of concrete and 15 screws and then a 16th one because I destroyed one in the process of drilling a hole. But it's probably somewhere around subsystems, whether that's 3D volumetric bathroom pots, whether that is facade systems or so. The jury is out and there will be tons of innovation, but this is the level of subsystems and then different suppliers producing those subsystems and factories and delivering them on site. And at the back end, it's essentially the investors and owners joining forces with the engineers
to design this product, but not design it once and for all, and then walk away. And then you get 20% wrong, but you can never correct your mistakes. The most successful firms in any other sectors are the ones that embark on continuous learning. And continuous learning means you have to do things again, and again, and again. You have your first house, and then you have your next release and your third release. And every time it gets 10% cheaper, 20% higher quality, 15% less energy usage, whatever it is. But this is the direction of travel. This is a long-term transformation. It will not happen everywhere. It will not happen overnight. It will happen. This has dramatic implications on the value pools in the industry. And when we mapped today's value pools by looking at corporate data of 250,000 firms, this is kind of the picture globally along the value chain that you get out. We have 8 to 12% of the value currently in development, 9 to 14% in design and engineering, basic materials a lot, components, machinery, distribution, all those distributors that all the subcontractors drive to every day. Offsite construction currently mostly inexistent, general contracting, specialist contracting. What is shown in red here is what we think is the value at stake for those segments of construction where this transition happens. And these are big numbers. And these are big numbers that are there to lose if you play it wrong, and there to gain as additional profit if you play it right. And to give you an example for design and engineering, if you move from a place where you sell, yeah, I'm going to sell design hours at an hourly rate of X euro and designing this building, to one where you essentially use object libraries, generative design methodologies, repeat specific structures. And then the wrong outcome for you is, of course, to say you're totally commoditized and squeezed and essentially no one needs you anymore. People only need your library. The right outcome for you is to say, well, actually that library is proprietary to me and it's really good because I'm investing in making it better every single generation, and I'm also no longer charging hours from which I need much less of. I'm charging outcomes. And then this roughly half of total design and engineering value at stake is there to grab as profits. This can be a loss, it can be profit. Play it right or play it wrong. And the same applies essentially for every stage of the value chain. Materials and distribution can become a really good node in this setup that I showed earlier between factories, construction sites, bringing everything together, adding financing, delivery just in time and in sequence, packaged in the right order of assembly to the right floor and so on. Create huge value. Or you can be commoditized with online platforms. The choice is for each company to play it right or play it wrong. And then, of course, where that applies, a significant shift of value from general contractors and specialist contractors into prefabrication players. These might be the same companies. Those who choose to play in that sense, that it might be the same companies, it might not be. But the shift and the risk of this shift is quite real. And the risk for general contractors to get commoditized is also quite real. If you think of the general contractor rule of essentially a company that manages chaos on a project and provides an insurance policy on top, because that's essentially the heart of the business model. And then you take away the chaos by decent planning up front and by productizing. And without the chaos, you also don't have as much risks anymore. The role kind of disappears. So again, play it right or face some risks. Overall, 40 to 45% of value might be shifting across the value chain, which globally is a $200 to $250 billion a year additional profit opportunity if played right. So all in, to recap, a once in a lifetime or once in a century type of transition for the sector.
slow moving, easy to miss, but if you play it right, the opportunities are huge. If you play it wrong, the risks are at least as huge. So let's get going. Thank you. Thank you very much for that presentation. I'll just invite you to take a seat because we have 10 minutes for a questions and answer session. On a 10 minutes pour une session questions-réponses. Est-ce que vous avez des questions ici, pour Monsieur Michel? Il y a tout le programme du Agora 2. Des questions? Si vous avez des courtes questions, je peux les traduire. Oh, actually, I have some questions. Just with regards to a buzzword that we're hearing at the moment in French, la sobriété énergétique, sobriety. And I want to know if it's realistic in the constructive industry or the construction industry to continue to deliver while massively reducing energy consumption. Yeah, so the energy challenges are of course very pressing in Europe, and it's a disaster that we maneuvered ourselves into this situation. Now, what is important to keep in mind that is the energy use in the built environment is 80% from using buildings and structures, and 20% from building those. And within those 20% or from building those, it's essentially a pretty large chunk is in cement. So in terms of relative priorities, it certainly starts with taking that temperature down to 19 degrees and kind of doing everything on using things more efficiently. But then, of course, it's also important to see how can we change materials, how can we maybe use more recycled materials, use less energy-intensive materials, use also less materials. If you believe in this vision of a much more design-intense, productized world, you can actually also optimize the design much more for material use, for energy use, use essentially thinner structures and so on, because you really figured it out to make it more efficient. You mentioned wood as a sustainable alternative. It's especially here at this salon, of course, we're talking a lot about sustainable materials, but do you think it's necessarily, do you think we're oversold its sustainability kind of label that it's been given? Yeah, so there's certainly been an overselling of sustainability of the idea of burning wood for heating. I'm not sure how that is really sustainable. Using it as a construction material essentially does bind carbon and puts it into the built environment, which is in essence not a bad idea. I think in practice a lot of wood that is being used is essentially used in some form of composite materials that makes it actually quite challenging then later on for recycling. A long run, certainly wood has a role to play. But it's not the only material. Also, if you maybe less immediate coming to mind in terms of sustainable wood might be steel frame. But if you look at all the transitions that are happening, particularly starting from Scandinavia to actually produce green steel, this can also be a sustainable alternative. Also, cement players are coming around to use cement to actually bind carbon and find ways to have less carbon-intensive binders. So I think there's many avenues. Okay. On a une question, monsieur? Ah, d'accord, pardon. Oui, madame. You have a question. On vous entend pas. No, we can't hear you. It should work now. C'est bon? Hello? Hello? Okay. Do you know Catera, the US company, which was doing off-site construction? Do you have an analysis about its failure of disrupting the construction area in America? Yeah, no, this is of course a big and well-known failure.
I can't comment too specifically on Katerra. I think there's also a lot of idiosyncrasies at play in its failure in terms of trying too much, trying to be everything for everyone at the same time, building up large factories that, from all I'm hearing, have been fairly inefficiently being set up, and also not actually thinking through what is the right way of going after this kind of vision of industrialization that I've also been depicting. And just making a choice, it will be wood and 3D volumetric, and we can do everything, and multifamily here and something else in Saudi and so on. I think there's many more plays, and there will be a lot of innovative players trying different avenues. Like a CEO I've recently been speaking to in who's essentially doing bathroom equipment, saying, look, I get it. I can't actually find the installers to grow my market share. The installers are my binding constraint. So what I'm doing now is I'm producing versions of bathroom pots in factories, but I'm setting them up to be efficient with lot sizes of 1. With Industry 4.0 technologies, you can do that. So customers can continue to have exactly what they want, rather than some standardized thing. They can use it in their existing buildings, fitted to their measurements, but you're still moving toward an industrialized and productized setup, just in a very different way than the Katerra way. What's your thoughts on reversible construction, or reversible housing, or offices? That means, you know, in the fact that you can adapt construction over the course of many years. Could that be a solution in the reinventing the industry of construction? Look, I think that certainly has a role to play, because I mean, cities live, buildings live, and so far structures are relatively static. So that needs to change to an extent. I think one of the specific areas where we need to think this through a lot is in commercial real estate. In the post-pandemic world, where hybrid work is likely here to stay to some extent, the research we are currently doing suggests that there are cities around that will have like 20–30% or so of excess office space. So start here, figure out how to do it, and set it up that you can do it again in future. Any other? There's a question over there. Question, yes, sir. We have a microphone somewhere. I have a question about the drivers. You told us here the night shifts will change. Can you tell a little bit more about the product-basing approach and consolidation? How this can be the change, or the drivers to change the construction? So if you look at the current setup of the construction system or industry, a broader ecosystem, it's probably fair to say it's the most fragmented industry and ecosystem that on this planet. Along this value chain that I depicted, like with 15 or so stages, that's a lot. But also within each stage, it's like even on single projects, I'm not even talking just generally in construction, but on single project, you often have like 10 or 20 of those engineers. You have like 30 or 50 subcontractors. You have even partnerships of several total contractors and so on. So it is incredibly fragmented. And in many cases, each of the individual players is at too small a scale to really kind of invest in innovation and technology and all those things. Like your typical 10-person engineering firm will really struggle to figure out how to use generative design and actually have a team of software developers putting its own AI logic on top. So we have actually been working with a number of engineering companies, just to stick with this example, in a way of how to reinvent themselves, but along the way also actually consolidate and have the critical mass to do what's needed. And that applies on several steps of the value chain, but it also applies on top. And there's a number of interesting
examples. Let's see whether they will be successful, where a large real estate developer, for instance, that I've been working with, has essentially been buying up engineering firms, has been buying up installers, has been opening and investing in factories, and is essentially trying to reverse integrate along this entire value chain, because he's saying, like, this is just too efficient, there's too many interface frictions, I just want to own it end-to-end. One last question, yes sir? Bonjour, Arthur Thébault, je viens de Polynésie française. Yeah. Et je vais parler en français, ça sera plus simple pour moi. Donc comme je disais, je viens de Polynésie française, c'est un petit territoire au milieu du Pacifique. Est-ce que vous pensez que l'industrialisation de la construction peut se faire également sur des territoires isolés du reste de l'Europe et des grands axes, des grands continents? Voilà. So, you look like you understood it, but I mean, he's basically... Yeah, okay. You mean like geographically isolated regions, or? Yeah, French Polynesia, for example, in the middle of Pacific Ocean. I'm not sure I would claim to have a view on that. You can, of course, argue. If I look at, for instance, one of the modular players in Europe that is still around, in contrast to Katerra, they are actually putting their things on containers for sea freight and shipping them transocean. So it might be the right solution there, but I'm not close enough, literally, to say for sure. Thank you. Well, thank you everyone. Thank you for your questions. Merci pour vos questions. And of course, thank you, Mr. Mischke. Thank you. Merci, Jan Mischke. Ladies and gentlemen. Thank you. I'll let you take your seat. Vous voyez maintenant une autre tendance qui va probablement disrupter le secteur de l'immobilier. Qu'est-ce que ça veut dire d'être propriétaire immobilier à l'ère de la blockchain et des NFT? Pour en parler, j'appelle sur scène Camille de Pertuis, Rémi-André Oxane et Florian Freisnet. Alors, pour ce panel, on va parler d'être propriétaire immobilier à l'ère de la blockchain et des NFT. Déjà, bonjour à vous tous. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, s'il vous plaît? Bien sûr, vas-y, je t'en prie. Ouais, avec plaisir. Alors moi, je m'appelle Florian Freisnet. J'ai monté une société qui s'appelle Tokenland, qui est deux choses. D'un côté, un média qui s'intéresse à l'immobilier Web3 et plus largement aux nouvelles façons de financer l'immobilier, que ce soit pour le particulier ou pour les professionnels. Et on est également un cabinet de conseil pour la plupart des grands groupes d'immobilier en France qui s'intéressent au sujet Web3. Et je suis longtemps venu à Batimat avant. Enfin, j'ai été le cofondateur de Real Estate avant, pour ceux qui connaissent. Voilà, on s'est bien marré avant déjà. Bonjour à tous, Camille de Pertuis, donc je suis avocate en droit des nouvelles technologies et en droit de la propriété intellectuelle. Donc on va surtout travailler en matière de logiciels, contrats informatiques, et puis on commence à s'intéresser au domaine de la blockchain. Donc voilà pourquoi je suis avec vous aujourd'hui. Bonjour à toutes et tous, je suis le directeur général de Crypto for All, mais également président de la Fédération française des professionnels de la blockchain. J'ai découvert cette technologie il y a 9 ans maintenant, elle a changé ma vie et j'espère peut-être qu'elle changera la vie de certains et certaines d'entre vous aujourd'hui. On est bien content de vous avoir avec nous aujourd'hui pour nous aider à y voir un peu plus clair sur tous ces sujets, parce que c'est vrai que Metaverse, NFT, blockchain, Web3, bon, des fois c'est c'est difficile à comprendre. Donc on va commencer d'abord avec juste la définition du Web3. C'est une version décentralisée d'Internet où les utilisateurs contrôlent leurs données, leurs identités et leur destin. Mais blockchain, qu'est-ce que c'est? Alors,
Très simplement, c'est ce qu'on appelle l'Internet de la valeur. Avec Internet, ce que vous faites, c'est que vous envoyez un fichier, une information à n'importe qui dans le monde. Mais vous n'êtes pas dépossédé de cette information, vous envoyez une copie de cette information. La technologie blockchain, c'est ce qu'on appelle l'Internet de la valeur, car elle garantit qu'il y a dépossession d'un côté et bénéfice d'un autre. Et grâce à cette technologie, vous pouvez transporter bien plus que de l'information, mais des actifs qui ont justement de la valeur et potentiellement des actifs immobiliers. Et les NFT, qui veut définir ce que c'est un NFT, Non-Fungible Token? Alors, un NFT, c'est un token non fongible, ça veut dire qu'il marque la propriété, il ne peut pas être remplacé. Donc un token fongible, c'est comme une monnaie. Bitcoin, c'est-à-dire on prend le Bitcoin numéro 220 ou le numéro 3200, c'est à peu près la même chose. En revanche, un NFT, celui-ci, il va porter une trace, il va pouvoir définir une propriété. Et aujourd'hui, les formes les plus connues de NFT, c'est évidemment celles que vous voyez à la télé avec des petits singes qui ont pris de la drogue et qu'on s'échange pour 300 000 $. Mais c'est pas seulement ça. Il y a vraiment plein d'applications qui peuvent être intéressantes. En France, on a une très bonne entreprise qui va vous permettre d'imaginer un peu ce qu'on peut faire différemment. Ça s'appelle Honest et ils font de la logistique. Donc, en gros, ils mettent des NFT sur des palettes pour pouvoir les suivre tout au long du process. Voilà un peu. Et Florian, en quoi le Web 3 révolutionne-t-il le secteur d'immobilier? Alors, c'est super intéressant parce que le Web 3 il révolutionne l'immobilier de plusieurs façons. Les deux plus importantes, on va dire, c'est sur des sujets de tokenisation. Donc, c'est-à-dire, je vais représenter un actif immobilier sur la blockchain et je vais pouvoir m'échanger des petites parts derrière. Donc, c'est-à-dire que j'achète un appartement, je le mets sur la blockchain, je le divise en 1000 pièces et après, chacun peut acheter un bout de cet appartement et toucher le rendement qui est associé à cet appartement. Donc ça, c'est assez sympa parce que ça nous crée plein de cas d'usage. Derrière le token, on peut aller le réutiliser, on peut se l'échanger, on peut le mettre en collatéral pour réemprunter de l'argent derrière. Donc ça crée des nouveaux modèles qui sont assez intéressants. Le second point qu'on aime bien regarder, c'est des points de transaction, c'est-à-dire comment est-ce que j'achète un appartement en Bitcoin. Alors ça, Camille en parlera mieux que moi. Comment j'achète un appartement en Bitcoin et évidemment il y a plein de sujets annexes qui sont en train d'émerger sur comment je rentre dans mon appartement grâce à un NFT, comment est-ce que je gère une résidence service avec ces nouveaux modèles d'incentive. Donc on voit que dans le co-living, dans le coworking, c'est des sujets qui prennent bien et voilà, c'est un panel assez large. Et aujourd'hui, je suis assez content de pouvoir en parler ici dans la construction parce que c'est aussi possible de révolutionner la construction grâce au Web3, notamment dans le financement. Il y a une boîte aux US qui s'appelle Rigor qui vient de lever 3,5 millions en faisant une promesse que je trouve superbe, c'est on va enfin payer les artisans dans les temps. Alors vous le savez mieux que quiconque, c'est le cas en France, on a du mal à se faire payer. Aux US, c'est à peu près 10 fois pire. Et grâce à la blockchain, ils disent on va lever de l'argent sur la blockchain et on va utiliser des outils, alors des outils type FinalCAD, enfin en tout cas des outils de checking. On va utiliser des outils qui vont nous permettre de dire, une fois que l'artisan a travaillé, que c'est validé par le chef de chantier, alors il est directement via un contrat intelligent payé en crypto-monnaie. Donc c'est plein de modèles comme ça qui sont innovants. Et en fait, on peut se dire, le Web3, ça touche que des financiers. Eh ben non, ça touche vraiment tout le monde dans le secteur immobilier. Parce que c'est vrai que soyons clairs, justement, vous avez parlé des NFT comme des singes, des œuvres d'art, comme même des extraits de matchs de basket, par exemple. On a du mal à assimiler, à se dire, mais comment est-ce qu'on peut acheter quelque chose avec un NFT? Right? Donc, en fait, et surtout dans l'immobilier, parce que logiquement, on peut acheter quelque chose avec du Bitcoin, ce qui a déjà été fait d'ailleurs. Donc, est-ce que tu peux juste vraiment simplifier, par exemple, le blockchain, en quoi ça consiste, quel est son rôle dans ces transactions et bien sûr dans l'immobilier? J'ai vu effectivement certains visages qui sont crispés, vous entendez beaucoup de terminologie technique, mais de façon extrêmement concrète et simple. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle l'Internet de la valeur. La puissance de cette technologie, c'est qu'elle permet de pouvoir garantir que lorsqu'une information est inscrite en son sein, elle ne peut pas être modifiée, elle est immuable. Donc quand on se projette effectivement en matière immobilière, c'est la question de savoir est-ce qu'on peut décloisonner l'entrée du marché immobilier en utilisant cette technologie? La question est oui. Pourquoi et comment? Ça appelle au processus de tokenisation. Qu'est-ce que ça consiste à faire? Vous allez créer un actif qui va être échangé au sein de cette blockchain et qui va représenter juridiquement et financièrement l'actif sous-jacent. Et cet actif sous-jacent peut être un bien immobilier, ça peut être un bien immobilier qui peut être tranché jusqu'à 1 puissance 18.
Donc imaginez que vous pouvez être propriétaire de 1 centième d'un appartement ou d'un bien commercial exploité à Manhattan sans bouger de votre chaise. Vous pouvez acheter ce bien immobilier. Et quand on se projette dans un autre univers qui est celui du métaverse, qui est un espace virtuel où vous allez évoluer, probablement que chacun et chacune d'entre vous ont vu des amis ou vos enfants même utiliser les fameux casques de Facebook qui vous amènent dans cette réalité virtuelle. La question est de savoir c'est comment au sein de cette réalité virtuelle on peut essayer de monétiser ces fameux espaces qui sont totalement digitalisés. En tant qu'acteur de l'immobilier, je pense que c'est l'actif qui est le plus rassurant aujourd'hui lorsqu'on investit, parce que c'est quelque chose de palpable, qu'on peut constater, qu'on peut voir et dont on peut tirer les fruits directement. Alors comment est-ce qu'on peut faire ça dans cet espace virtuel ? Eh bien, la technologie blockchain, elle permet de pouvoir capturer quelque chose qui est digital. Quand vous allez sur Internet, rien ne peut vous empêcher de copier une image et de la sauvegarder. Rien ne peut vous empêcher de justement voler cette propriété intellectuelle. La technologie blockchain, c'est la seule technologie aujourd'hui qui permet de pouvoir capturer la propriété de quelque chose qui n'est pas palpable, que vous ne pouvez pas toucher, mais qui pourtant est bien réel, existe bien, mais dans un univers qui est effectivement virtuel. Et grâce à cette technologie, vous pouvez échanger directement de pair à pair cet actif. Donc vous pouvez rendre beaucoup plus liquide quelque chose qui était moins liquide. On le sait, les actifs immobiliers, ça prend du temps. Lorsqu'il y a un achat-revente d'un bien immobilier, ça prend du temps. Donc, si on se projette en matière de cas d'usage, par exemple, pour les promoteurs immobiliers, les spécialistes de la construction, vous connaissez déjà et vous êtes familier, à mon avis, avec le crowdfunding immobilier. Dites-vous que c'est du crowdfunding immobilier, mais beaucoup plus poussé. Pourquoi ? Parce que là, cette fois, vous n'avez pas besoin de passer par une plateforme intermédiaire. Donc là, déjà, il y a une réduction du coût. Et surtout, vous avez la possibilité d'échanger rapidement et facilement, de pair à pair, la propriété de cet actif, tout en mettant à jour automatiquement le registre, justement, et le fameux certificat de propriété. Donc c'est une technologie qui automatise et qui permet finalement de dénouer des transactions sur quelque chose qui n'est pas palpable. Donc ça peut booster littéralement le secteur de l'immobilier. Mais les blockchains peuvent également sécuriser les transactions qui sont effectuées pour l'immobilier. C'est justement ce dont parlait Florian tout à l'heure, c'est qu'effectivement, l'une des plus grosses problématiques, alors pas pour ceux qui commandent les chantiers, mais pour tous les artisans qui interviennent sur les chantiers, c'est ces fameux délais de paiement. Donc on considère en France que les délais de paiement interentreprises sont un moyen de financement, ce qui est selon moi une erreur, car vous ne faites que décaler une échéance. Donc quand vous êtes entrepreneur, vous pouvez souffrir de cette situation, il y a des problèmes de trésorerie. Or, on le sait bien, dans les chantiers, il y a des moments précis de déclenchement. Donc ça peut être une livraison, ça peut être les fondations qui sont réalisées. Et à chaque étape, vous avez une partie du paiement qui doit être délivrée à l'artisan. Si effectivement la nature du contrat qui a été mis en place prévoit les conditions de paiement en fonction de la survenance d'un événement précis, eh bien on peut automatiser ce processus avec ce qu'on appelle des smart contracts. Et Camille, en fait, est-ce que vous pourriez peut-être nous préciser quelques problématiques auxquelles on est confronté en tant qu'acheteur d'immobilier avec des NFT via des blockchains ? Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de vente grâce au Web3. Il faudrait plutôt différencier en fait la possibilité qui existe aujourd'hui d'acheter des terrains dans le métaverse. C'est pas quelque chose qui est restreint aujourd'hui par la réglementation. Par contre, en France, en tout cas, acheter un terrain, une maison physique grâce à la blockchain, et pas tout l'opération ne va pas se réaliser sur la blockchain. Parce qu'aujourd'hui, on a toujours des acteurs auxquels on doit faire appel. Parce que, voilà, je ne sais pas si vous avez déjà acheté un bien immobilier, mais la transaction se fait sur plusieurs mois. Il y a beaucoup d'acteurs qui doivent intervenir. Et aujourd'hui, ces acteurs ne peuvent pas être remplacés. Notamment le notaire, par exemple, permet d'authentifier que l'acheteur est bien... consent bien à l'achat, que le vendeur est bien titulaire de l'acte de vente. Et aujourd'hui, c'est une opération qui ne peut pas tout à fait se faire sur la blockchain. Pas encore, en tout cas. En tout cas, si jamais ça devait arriver, en effet, on ferait appel à ce qu'on appelle le smart contract, le contrat intelligent, qui en fait permet, donc quand on rédige un contrat, on va prévoir des conditions, donc le prix, des délais,
Voilà. Et le smart contract en fait permet de prendre chacune de ces conditions, de les coder et de les insérer sur la blockchain et de dire quand cette condition se réalise. Donc par exemple, l'acheteur a obtenu son prêt immobilier. Et ben la vente peut être effectuée, le prix peut être versé sur le compte du vendeur. Et voilà, c'est comme ça qu'on pourra en tout cas imaginer les ventes réalisées sur la blockchain. Mais aujourd'hui, on a encore quelques freins. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'aujourd'hui, la blockchain est inutile. Ne peut pas être utilisée parce qu'on peut par exemple, et ça existe déjà en France, acheter une maison, enfin une partie du prix de la maison avec des crypto-monnaies. Donc l'opération financière va se réaliser sur la blockchain. Par contre, on ne pourra pas, bien entendu, mettre de côté toujours le notaire qui, lui, devra payer les frais d'enregistrement à l'État, là avec une monnaie traditionnelle. Donc des étapes peuvent être réalisées sur la blockchain, pour l'instant pas toutes. Et voilà, c'est pour ça qu'on doit réfléchir ensemble à comment adapter le cadre réglementaire. Ça va vachement plus simple en fait avec les smart contracts. En fait, la transaction se fait immédiatement finalement parce que là, on est à des délais de des semaines d'habitude. Mais est-ce que vous pensez que c'est l'avenir des transactions et de l'immobilier, le fait de ne pas plus avoir besoin des notaires et accessoirement les banques? Alors, je pense qu'on aura toujours besoin de ces acteurs. Et d'ailleurs, les acteurs essaient de se renouveler et de s'adapter au marché. Les notaires ont déjà créé une blockchain et ils réfléchissent ensemble à comment ils peuvent s'insérer sur ce marché. Je pense qu'il faut présenter les choses comme une innovation qui va faire gagner du temps, en fait. Parce que dans la transaction immobilière, tout prend beaucoup de temps. Le notaire doit vérifier que le vendeur est bien titulaire de l'acte. Je ne sais pas si vous avez déjà lu un compromis de vente avec des tonnes d'annexes et de documents qui sont en fait finalement pas certifiés au début. La blockchain permettra de en fait stocker tous ces documents, d'acter en fait chaque délai et de en fait simplifier le travail du notaire. Parce que pour l'instant, si une transaction immobilière prend autant de mois, c'est que le notaire a un travail considérable de vérification qui pourra être fait grâce à la blockchain parce que on va authentifier chaque document et voilà, grâce à la blockchain. Donc je pense que il ne faut pas se dire que les acteurs vont être remplacés. Je pense qu'il faut juste se dire que le travail des acteurs va être simplifié et être amené à évoluer. Pour moi, logiquement, on effectue un achat d'un bien avec plutôt un bitcoin qu'un NFT, non? C'est pas plus logique de penser dans ce sens-là? Quels sont les avantages d'acheter avec des NFT par rapport... je sais que les NFT, c'est crypto-monnaie, mais quand on pense par rapport au bitcoin, par exemple, quelles sont les différences et les avantages? Alors, en fait, c'est super intéressant ce que vous dites parce qu'il y a une boîte qui fait les deux, donc on peut faire le comparatif. Aux US, il y a une boîte qui s'appelle Propi, donc qui a levé à peu près 20 millions de dollars, enfin, ils ont pris de la dette, un truc dans ce genre, et eux, ils font les deux. Et c'est assez intéressant parce que j'ai essayé d'acheter, bon, j'avais pas les fonds, je vous le dis tout de suite, mais j'ai essayé d'acheter une baraque en NFT sur Propi, et c'est assez marrant parce qu'ils t'envoient quand même un contrat à signer sous le sceau des mandataires immobiliers américains, etc. Donc il y a ce sujet-là qui est marrant. Aujourd'hui, effectivement, mettre le deed, donc le contrat de propriété sur un NFT, c'est une façon de s'assurer que tu as ton DPE, tu as toutes les informations qui sont relatives à ton bien qui sont au même endroit, qui sont sur la blockchain. Ce qui est déjà pas mal en fait, il y a moins de déperdition d'informations, c'est vraiment super. Derrière, le sujet d'achat en Bitcoin, il n'est pas tout à fait le même parce que, comme disait Camille, tu vois, on passe dans un process qui est le process traditionnel. Juste, on se dit comment est-ce que je peux acheter en Bitcoin. Et Propi, ils le font très bien aux US. En fait, ils ont permis aux agents immobiliers américains. L'agent immobilier américain, c'est l'équivalent de notre mandataire immobilier. C'est pas l'équivalent de notre agent immobilier. Donc, le mandataire immobilier, on va l'appeler comme ça. En fait, il a un outil qui est une espèce d'app qui lui permet de faire l'escroc, donc de faire le tiers de confiance sur une transaction en Bitcoin. Donc, ce qu'il faut bien se dire, c'est que le NFT, je peux l'acheter avec ma carte de crédit, je peux l'acheter avec des Bitcoins, je peux l'acheter avec de l'Ethereum, je peux l'acheter avec ce que je veux. Et acheter une maison traditionnelle avec un Bitcoin, c'est pas tout à fait les mêmes mécaniques qui sont à l'œuvre. Par contre, le vrai sujet, c'est que je peux acheter désormais, grâce à ces modèles-là, des petits bouts de maison. Et
quand j'achète donc j'ai un opérateur, disons que j'ai Realty, c'est un opérateur américain qui vend des bouts de maison de Détroit à des Français. À partir de 50 $, je peux acheter un bout de maison à Détroit. Et ce bout de maison va me rapporter à peu près 80 centimes par mois. Donc je peux en acheter à volonté. Et c'est une solution d'investissement qui est nouvelle. Et en fait, c'est pas seulement une solution d'investissement, c'est aussi une nouvelle façon de lever des fonds. Donc que ce soit pour le promoteur, que ce soit pour les grandes entreprises de l'immobilier. Ça permet à des grands groupes de se refinancer sur de l'obligation. Et je voulais en arriver là. En fait, on passe pas au-dessus des lois. On s'appuie toujours sur un cadre légal existant. C'est-à-dire la blockchain, c'est une surcouche technique qui nous permet de nous amuser un peu plus, d'avoir des nouveaux cas d'usage. Mais à chaque fois, il y a une base légale qui est importante. Et effectivement, Camille, le notaire et d'autres seront toujours indispensables pour une transaction. Camille, quels sont les risques d'y investir avec les cryptocurrencies ou encore les NFT? Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment d'application sur si jamais un contrat, on a un problème avec un contrat, un contrat traditionnel, on sait qu'on peut le défaire. On sait qu'on peut, si les conditions, si on se rend compte qu'en fait le vendeur a été forcé, son consentement a été vicié, on peut défaire un contrat. Le problème du smart contract, c'est que par définition, il ne peut pas être défait. Et en fait, la question se pose si on a un problème d'exécution ou de validité du contrat, comment on fera pour se retourner, aller devant le juge et dire voilà, j'ai mon smart contract, j'ai un problème. C'est intéressant ce que vous mettez en évidence. Ça met en lumière une spécificité de la blockchain qui est lorsqu'une information est inscrite en son sein, elle ne peut pas être modifiée ni supprimée. En revanche, dans le cadre du smart contract, rien n'empêche, en fait, il existe d'un point de vue technologique la possibilité de mettre en pause son exécution. Donc dans la mesure où il y aurait un changement des relations contractuelles, rien n'empêche de mettre en place un nouveau smart contract qui est tout simplement un programme informatique qui permet d'automatiser un certain nombre de tâches qui se réaliseront si les événements précis tels qu'ils sont inscrits dans le code sont présents. Donc s'il y a par exemple un défaut de paiement, alors activation de la garantie. C'est aussi simple que ça. Donc rien n'empêche de faire un nouveau contrat par voie d'avenant et de mettre justement ce nouveau lien vers le nouveau smart contract pour automatiser toutes ces tâches. Mais c'est vrai. Oui, le problème c'est l'effacement en fait parce que un contrat qui est invalide peut être effacé en fait. Enfin effacé. Les parties se retrouveront comme elles étaient avant d'avoir signé le contrat. La question se pose un peu plus si c'est un problème d'effacement du contrat sur la blockchain. Alors, ce qui est très très intéressant avec ce type de programme, et c'est souvent ça, c'est lorsque vous faites un deal. En principe, si vous avez le consentement qui est éclairé, vous n'avez pas vocation à revenir sur ce deal, sauf mauvaise foi ou mauvaise exécution des obligations d'autres contreparties. En revanche, si tout est déjà codé pour préciser que si votre co-contractant réalise telle action, alors il reçoit son paiement. Si vous réalisez telle chose, alors vous recevez la contrepartie. Si tout est clair, justement, on réduit la possibilité de mettre en œuvre de la mauvaise foi. Aujourd'hui, 70% des affaires en première instance reposent sur de la mauvaise foi, sur de la mauvaise obligation d'exécution. Donc si on supprime la possibilité pour un homme, avec un grand H, bien sûr, l'être humain, de pouvoir juste dire « bah non, je ne fais pas », car il n'y a juste simplement que le contrat d'un point de vue contractuel qui m'y oblige, allez-y pour ces paiements. Alors que si vous savez que de toute façon, les choses vont s'exécuter telles que le deal initial a été prévu, dans ce cas-là, il faut bien réfléchir lorsque vous faites votre deal initial. Mais ça permet de réduire justement cette mauvaise foi. Oui, non, en effet, sur la question de la mauvaise foi, en effet, ça pourrait être, là, on ne parle pas d'un risque plutôt, mais d'un bénéfice d'exécuter les smart contracts. Ok, et par rapport aux États-Unis, où on est en France? Alors, oui, ça dépend des aspects. En France, on a déjà, le cadre réglementaire, en tout cas, de la crypto-monnaie est déjà inséré dans le code monétaire et financier. Donc, le législateur s'est emparé de la question. Par contre, c'est limité à des applications particulières. Enfin, en tout cas, légalement, c'est limité à tout ce qui est crowdfunding, levée de fonds, et pas encore, réglementairement, en tout cas, c'est pas encore adapté à la vente. À la vente d'achats de biens réels. Okay. Non, pardon, je pense Non, mais sur les sujets de transaction, effectivement, on est...
C'est pas adapté. C'est pas adapté. Mais le Web 3 est déjà, ça existe déjà dans l'immobilier. Avec VR par exemple. Est-ce que c'est un secteur qui est ouvert, qui évolue plus rapidement dans ce sens par rapport aux autres secteurs? Ouais, le Web3 en général, de toute façon, là, il n'y a pas de secret. Il a quand même tendance à avancer un peu plus vite que le reste du monde pour une raison simple, c'est qu'il est ultra décentralisé. Donc ultra décentralisé égale ultra agile, c'est-à-dire qu'il y a des structures qui se forment un peu ex nihilo pour lancer des projets, pour faire avancer des écosystèmes. On le voit dans la construction, on le voit dans l'immobilier traditionnel. Alors effectivement, aujourd'hui, les premières applications, c'est des applications financières. C'est comment est-ce que je vais aller faire un crédit lombard, comment est-ce que je vais mettre un collatéral pour emprunter de l'argent. Donc pour l'instant, ça tourne beaucoup autour de la finance, mais en tout cas, on voit émerger un certain nombre d'envies, un certain nombre d'initiatives sur un peu tous les sujets. On a eu la finance au début, on a eu les médias et l'entertainment. Alors en ce moment, vous devez sûrement beaucoup entendre parler de fashion, de mode, dans le métaverse, voilà, ce genre de choses. Mais en tout cas, on voit que même si les tickets d'entrée sont élevés, on va dire intellectuellement et en termes de compréhension de l'écosystème, un peu tout le monde va y passer. Donc ça prendra son temps. Et franchement, l'immobilier, la construction, c'est un secteur qui a du mal à se réinventer parce que c'est un secteur qui va bien. Franchement, il faut regarder les choses en face. Quand on gagne de l'argent, on n'a pas envie d'innover. Et là, j'ai l'impression que ça va aller un peu moins bien. Donc il faut que chacun en prenne conscience et ça sera assez naturel. Les gens vont se tourner vers l'innovation comme ils l'ont fait précédemment. Je pense qu'il y a une difficulté quand même. Alors je pense que même si un secteur se porte bien, pour moi on peut toujours innover, on peut aller toujours plus loin. Après c'est vrai que la recherche d'innovation elle n'est pas forcément instinctive dans la mesure où tout se passe bien, mais je pense qu'en tout cas en matière immobilière, s'il y a bien une difficulté, en tout cas que ce soit au niveau des particuliers ou des entreprises, dans la construction, c'est une capacité à se projeter. C'est-à-dire à quoi va ressembler finalement l'œuvre finale que vous proposez. Eh bien il y a la possibilité effectivement avec ces nouveaux outils, donc réalité virtuelle, et l'usage de la blockchain et des NFT permet de pouvoir demain projeter vos prospects et vos clients potentiels dans le bâtiment tel que vous allez le concevoir. Donc ça, on va vraiment changer l'expérience client avec ce type d'outils et lui permettre très vite de pouvoir interagir et vraiment se balader dans la maison telle qu'elle existera. Après, bien sûr, il y aura les dispositions contractuelles avec certaines marges d'erreur, etc. Mais ça permet de pouvoir, si vous voulez, décupler l'expérience client, souvent, notamment dans le VFA. Quand vous achetez en tant que particulier dans le VFA, vous avez du mal à vous projeter. Même si on vous donne des plans, même si on vous donne certaines modélisations, vous avez du mal à vous projeter. Donc je pense que l'usage de ces types d'outils permettrait de pouvoir aider mieux les clients à se projeter et finalement peut-être augmenter le taux de conversion qu'on pourra réaliser. Il y a un autre aspect qui est intéressant, c'est aussi la chaîne de responsabilité en matière logistique. Combien de fois vous n'avez pas été livré dans les temps? Et du coup, le chantier a été impacté par ces problèmes de livraison. Et bien, si on vous disait qu'il y a, grâce à ces technologies, la possibilité de pouvoir dater à la minute près quand est-ce que vous avez reçu les matériaux nécessaires pour faire la construction, là, il y a une logique de responsabilité juridique qui va être définie et extrêmement exacte. Donc là aussi, vous avez possibilité d'obliger l'ensemble des acteurs de la supply chain logistique à respecter et à tenir leurs engagements. Donc je pense que justement, ça oblige les acteurs à encore plus se professionnaliser. Et donc, du coup, j'ai l'impression que vous avez été obligé de vous adapter très rapidement, en fait. Ah oui, tout à fait. C'est comme toute autre nouvelle technologie, d'ailleurs, comme le cadre légal est bien en retard, nous, les avocats qui devons adapter ces lois, on prend ce qu'il y a et on adapte, on adapte aux nouvelles situations qui nous sont proposées. Donc, il faut se creuser les méninges et surtout parler avec des acteurs qui, eux, sont directement, qui ont un rôle direct dans ce domaine. Vous avez parlé bien sûr de métaverse et l'achat de l'immobilier sur le métaverse. Comment ça se passe? Concrètement, dans cet espace virtuel, il faut pouvoir garantir le transfert de propriété. Vu qu'il n'y a pas d'intermédiaire, comment garantir ce transfert de propriété? Dans un système de type blockchain, on ne reconnaît que quelque chose qui a la forme d'un token. Ça signifie que vous ne pouvez pas acheter un terrain virtuel en carte bleue. Si vous le faites, ça veut dire qu'il y a intermédiation et que c'est l'intermédiaire qui va vous livrer ensuite le bien immobilier. Or, c'est à l'opposé total de ce que promet la technologie blockchain. Et pour pouvoir le réaliser, il faut inévitablement donc un fameux token pour payer avec. Et ce token prend la forme justement d'une crypto-monnaie. C'est pour ça que quand vous allez sur Sandbox
Decentraland, chacun de ces métaverses dispose de son propre crypto, car elle permet de réaliser l'économie de ce métaverse. Sans l'existence de cette crypto, vous ne pouvez pas réaliser l'achat ou la vente de ces fameux terrains virtuels, les items ou des bâtiments. Donc c'est une nouvelle façon de monétiser finalement quelque chose. Et si on se projette même en dehors de l'univers du bâtiment, dans le secteur du gaming, avant vous aviez la possibilité de effectivement gagner des items et les revendre au sein de cet écosystème. Vous n'avez pas la possibilité de pouvoir le monétiser en monnaie sonnante et trébuchante, comme on pourrait le dire comme ça. Donc c'est vraiment une possibilité de pouvoir changer les interactions et de pouvoir monétiser quelque chose qui n'est pas palpable et qui est garanti grâce à cet échange fait via la blockchain. Ok, ben merci beaucoup. En fait, on a 10 minutes. Je sais que c'est un sujet fascinant, donc je vous laisse la parole. Si vous voulez, vous avez des questions pour nos invités sur le Web3. Oui, monsieur. Oui, bonjour. J'ai été assez intrigué. Il est possible d'acheter une part de maison et, avec des très faibles moyens et ensuite de toucher des bénéfices sur ce... Comment ça fonctionne? Alors, en fait, aujourd'hui en France, c'est un peu compliqué, mais c'est possible aussi. Il y a plein de boîtes qui sont en train de se lancer. Donc, par contre, je vais vous parler d'un exemple, d'un truc qui existe. Au moins, comme ça, en partant, vous pourrez aller acheter votre token. Donc, en fait, il y a 2 boîtes principalement qui proposent ça en France. Une première qui s'appelle Equito, donc qui tokenise des biens à Barcelone, je crois, enfin en Espagne, et qui vendent des petites parts à des Français. Et il y a Realty qui tokenise des biens à Détroit et qui le vend à des Français. Comment ça se passe? En fait, ce sont des entreprises qui créent d'autres entreprises, donc des équivalents de SCI aux US, et qui achètent des biens immobiliers avec. Donc imaginons que j'ai une SCI qui achète un bien immobilier. Cette SCI, elle est tokenisée. Ça veut dire qu'elle est représentée sur la blockchain, donc sur n'importe quelle blockchain. Et à partir de ce moment-là, je peux aller distribuer des tokens qui sont représentatifs de cette société et donc de ce bien immobilier. Et une fois que j'ai acheté ce token, donc je vais toucher le rendement parce que je deviens investisseur dans cette société-là qui détient de l'immobilier. Donc aujourd'hui, vous pouvez aller sur Realty, sur le site de Realty, vous avez un petit KYC à remplir, donc voilà, un peu de anti-money, je sais même pas comment dire, mais bon, en tout cas pour vérifier que vous êtes assez légitime dans l'achat et qu'il n'y a pas de problème avec l'argent derrière. Et vous pouvez aller acheter à partir de 50 €, donc un token c'est à peu près 50 €, vous pouvez acheter des tokens immobiliers qui vont vous servir en rendement. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ce token immobilier, vous pouvez même le réutiliser derrière, c'est-à-dire vous pouvez le prendre et aller le déposer en collatéral pour emprunter la moitié de la somme de ce que vaut le token. Donc aujourd'hui, la question qui vient le plus souvent, c'est comment est-ce qu'est évalué le prix du token. Aujourd'hui, le prix du token, il est évalué par des experts immobiliers sur place. Mais demain, on peut imaginer qu'il y ait soit des règles dans le smart contract, soit qu'on laisse le marché dire combien vaut vraiment le prix de l'immobilier. Donc, Realty, c'est REALT. Vous pouvez vraiment aller voir tout de suite, ça existe, c'est concret. Merci. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Bonjour. Bonjour, monsieur. Une question. Alors, j'ai des questions d'ordre peut-être un peu général. Je ne suis pas expert dans le sujet, donc c'est pour mieux comprendre. La blockchain, c'est une puissance de calcul, il me semble. Il y a des gens qui fournissent, qui produisent cette puissance. Donc, qui sont les personnes qui alimentent, on va dire, la blockchain? Ensuite, ma deuxième question, c'était les NFT. Ils sont bien stockés quelque part. Qu'est-ce que sont ces bases de données? Et tout ça, c'est pour une question sécuritaire, c'est-à-dire aujourd'hui, avec justement des questions sécuritaires où on pourrait se dire qu'il y a des câbles marins qui pourraient être coupés. Est-ce que la donnée pourrait disparaître? Est-ce qu'on pourrait en être coupé? Enfin voilà, c'est une question d'ordre général. C'est une bonne question. Alors, tout d'abord, vraiment, il va falloir comprendre que la technologie blockchain n'est pas une base de données. Ça n'est pas une base de données, sa fonction n'est pas de stocker énormément de données. Sa fonction principale vise à garantir l'intégrité des informations qui sont inscrites. Donc on va prendre un exemple. Imaginez que chacun et chacune d'entre vous ici soyez un validateur. Au sein de ce réseau, vous allez valider ces informations. Alors vous me direz, mais j'y comprends rien, c'est pas mon métier. Pas besoin. Vous avez juste à télécharger un fichier exécutable, comme n'importe quel programme et software que vous installez sur votre ordinateur, pour être détecté par le réseau comme étant un validateur potentiel. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez télécharger l'ensemble des informations qui sont inscrites dans ce registre avant que vous deveniez validateur, forcément. Et une fois que vous avez ce fameux registre à jour, vous êtes en mesure de pouvoir valider ces transactions. D'accord? La contrepartie pour vous, vous me direz, vous croyez que j'ai que ça à faire? Bien sûr que non. La contrepartie, c'est la perception
de ce fameux token qui est en lien avec la blockchain en question. Dans la blockchain Bitcoin, qui est la blockchain 1.0 de première génération, vous recevez des bitcoins en contrepartie. Voilà comment sont créés les bitcoins. Donc si vous avez acheté du bitcoin, vous avez acheté du bitcoin à quelqu'un qui a probablement validé ces transactions en premier. C'est le marché primaire. Donc tout à l'heure, vous avez parlé de puissance de calcul. Oui, pour pouvoir valider ces transactions dans cette blockchain de première génération, vous devez avoir une puissance de calcul importante. Une puissance de calcul, c'est quoi? Quand vous lancez une page internet ou que vous exécutez un programme, votre ordinateur va solliciter la puissance de calcul via le processeur en question et la mémoire de RAM. Lorsque vous recevez et validez ces transactions, cette nouvelle information va être inscrite dans le registre et dans chacun de vos registres. C'est le même registre qui est mis à jour en temps réel. Ce ne sont pas des copies, c'est le même registre. Donc imaginez qu'à peu près la cinquantaine de personnes qui est présente ici, vous disposiez de ce registre. Si je souhaite demain, en tant qu'attaquant malveillant, modifier les informations inscrites dans ce registre, il va falloir que je prenne le contrôle de la majorité des registres et donc des validateurs, donc de vos ordinateurs. Donc la difficulté, elle est la suivante, c'est d'identifier qui valide ces transactions. Parce que c'est une adresse, ça n'est pas une personne physique ou une entité qui est indiquée. La deuxième difficulté, c'est que vous allez devoir, pour modifier ce registre, le réaliser entre deux transactions. Donc plus vous allez avoir un volume de transactions important au sein de cette blockchain, plus la probabilité de manipuler l'historique de ces informations devient faible. Juste pour votre bonne information, la blockchain Bitcoin a subi plus de 15 millions de tentatives de hacking. Aucune n'a réussi à ce jour. Aucune. Parce que c'est justement, ça dépend de ces caractéristiques. Et donc plus vous allez avoir un réseau important décentralisé, plus la probabilité de mettre à mal et de modifier l'intégrité des informations en son sein vont être modifiées. Ça, c'est pour répondre à votre première question. Sur la deuxième question, il faut en fait vous projeter et vous demander, demain, par rapport aux informations que vous avez inscrites dans ce registre, est-ce que ce sont des informations que vous souhaitez voir inscrites ad vitam aeternam? Oui ou non? Et quelle est la nature des informations inscrites dans un registre de type blockchain? Vous n'allez pas avoir un nom, prénom, une adresse, pas du tout. Chaque information qui est inscrite va avoir une empreinte numérique unique. Et chacune de ces informations va être reliée aux autres avec une autre empreinte numérique unique qui, elle, va reprendre pour partie, va hériter de l'empreinte numérique unique qui la précède. Donc vous avez une chaîne d'informations qui sont reliées les unes aux autres. Ce qui fait que si vous modifiez ne serait-ce que un élément de cette chaîne, vous cassez la fameuse chaîne. Donc c'est ce qui permet de pouvoir garantir qu'il y a bien une intégrité des informations. Est-ce que c'est plus clair pour vous? Super. Merci. Monsieur? Merci. Vous avez parlé de la possibilité d'investir dans le métaverse. Aujourd'hui, si j'achète un appartement et que je le loue, j'ai des rendements. Dans le métaverse, qu'est-ce qui donne de la valeur au terrain, à l'actif? C'est exactement la même mécanique. En fait, le moyen le plus simple de s'imaginer, c'est les mêmes mécaniques de valorisation en fait, d'un bien qui soit dans le métaverse. Alors, l'immobilier virtuel, c'est pas l'immobilier, on peut pas habiter dedans, ça, personne n'est naïf ici. En revanche, on peut créer des mécaniques de rendement qui sont exactement les mêmes. C'est-à-dire que moi, je connais bien The Sandbox. Dans The Sandbox, je peux créer un lieu dans lequel il y aura une expérience. Ça peut être une exposition de NFT, ça peut être un espèce de jeu vidéo, ça peut être un lieu social où les gens viennent se rencontrer. Et à cet endroit, je peux faire de la pub et ça va me donner un rendement. Je peux faire une expérience, une espèce de jeu vidéo qui est tellement bien qu'à ce moment-là, je peux faire payer l'entrée. Alors ça sera 50 centimes à chaque fois que vous allez jouer. Je dis ça parce que c'est vraiment un modèle qui existe aujourd'hui où des gars font payer 50 centimes. Et alors là, je vous parle de deux modèles de valorisation qui sont super évidents. On y prend. Mais je suis persuadé que demain, il y a plein de gens malins qui sont en train de s'intéresser à ces sujets-là. Et il y aura des mécaniques de rendement. En tout cas, ce qui est important pour moi de préciser, c'est que la spéculation, ça fera pas tout. C'est-à-dire que en disant j'achète un bien d'immobilier virtuel, j'achète un terrain avec la seule ambition qu'ils prennent de la valeur, en général, c'est un pari qui est perdant. Enfin, en tout cas, c'est un peu tard maintenant. Par contre, avec une ambition de créer quelque chose dessus, de créer une expérience, de créer, je sais pas, une extension de mon entreprise, de faire de la promotion IMO dessus. Il y a vraiment un gars là qui s'est spécialisé là-dedans. Il fait que des biens d'exception dans le métaverse et il fait payer l'entrée à 50 centimes. Donc voilà, il y a plein de modèles, mais ce qu'il faut bien garder en tête, c'est qu'on doit créer du rendement comme dans l'immobilier traditionnel.
Juste pour compléter sa réponse, alors on est très conscient effectivement qu'il y a des difficultés de valoriser un bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas un prix au mètre carré dans le métavers Sandbox, vous n'en avez pas. Donc le prix finalement dépend de la loi économique la plus fondamentale qui soit, c'est l'offre et la demande, aussi simplement que ça. Si vous avez acheté par exemple un bien immobilier qui est à côté de celui que Snoop Dogg a acheté, quel est l'intérêt pour vous de l'acheter? Si effectivement demain vous souhaitez pouvoir le louer à n'importe quelle marque qui voudrait faire de la promotion liée à son branding, vous savez que parce que vous êtes à côté du bâtiment de Snoop Dogg, vous allez avoir une audience que vous allez pouvoir capter, plus importante que si vous êtes à un autre endroit de la ville ou de la map de façon globale. Donc là aussi, il y a une nécessité de se dire comment on monétise finalement l'audience qui va être captée au sein de ce métaverse. Parce que c'est ça la question. C'est vous avez une audience, comment on monétise cette audience? Comment on arrive à la convertir? Donc il y aura un prix qui dépend essentiellement de l'offre et de la demande. Aujourd'hui, en tout cas, c'est la seule réalité qu'on peut constater. Et comment se passent les négociations dans ce cas-là? Alors, les négociations, c'est de vous à moi directement. Je souhaite acheter votre terrain. Quel est le prix de ce terrain? Si vous avez déjà fixé le prix de ce terrain de façon discrétionnaire et que quelqu'un est prêt à vous l'acheter, dans ce cas-là, il peut vous l'acheter. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on est quand même l'un des rares pays à avoir un prix au mètre carré bien défini. Vous allez dans d'autres pays, ne serait-ce qu'en Europe, par exemple au Portugal, vous n'avez pas de prix au mètre carré officiel. C'est le vendeur qui décide de combien il décide de vendre. Après, bien sûr, vous pouvez faire une estimation par rapport aux autres offres sur le marché. Mais il n'y a pas une institut qui publie un prix au mètre carré par ville, par région, et c'est exactement la même chose dans le métaverse. Let's see. Let's see. Merci beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup pour cette discussion très riche. Merci. Je vous laisse retrouver vos places. Merci. Après cette incursion dans le monde virtuel et dématérialisé, je vous propose de vous remettre un peu les pieds sur terre pour en savoir plus. C'est un chantier qui se déroule actuellement à Paris. C'est un grand chantier, je peux dire ça, dans le cadre du plus gros événement de la planète, les Jeux Olympiques de Paris 2024. Bienvenue Antoine de Suich. Bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Pouvez-vous nous présenter Solideo rapidement, s'il vous plaît? Oui, donc Solideo, c'est l'établissement public. On peut aller sur la slide d'après là qui montre ça. Vous avez le... Ah ouais, voilà. c'est super. Donc c'est l'établissement public qui est en charge de la livraison des sites pérennes. Et donc les sites pérennes, ce sont les sites qui vont servir pour les Jeux Olympiques et Paralympiques et qui serviront après. Et c'est en particulier le village des athlètes, le village des médias, des équipements, des piscines, mais aussi des infrastructures. Ça va d'un échangeur autoroutier, un mur anti-bruit, c'est aussi la couverture du Langlaine, c'est plein de choses. Et donc on est trois grands acteurs, trois typologies d'acteurs opérationnels là, qui préparons les Jeux. Donc nous nous assurons de la livraison de l'ensemble des infrastructures pérennes. C'est à peu près un budget. Mettre le micro, ouais, voilà. C'est à peu près un budget au total de 4 milliards d'euros. Pour faire ça, on a 1,5 milliard d'euros. On apporte 1,5 milliard d'euros sous forme de subventions publiques, principalement de l'État, mais aussi la région Île-de-France, la ville de Paris, les collectivités d'Île-de-France. Donc Paris 2024 est en fait une association qui est présidée par Tony Estanguet, qui est le propriétaire du contrat de ville hôte. Et eux vont être en charge de livrer l'événement, et uniquement avec des fonds privés. Et puis, les acteurs de l'héritage interviennent de différentes façons, à travers le financement public, à travers la maîtrise d'ouvrage d'un certain nombre de projets. Donc, il y a combien d'ouvriers qui travaillent sur ce projet? Alors, on a à peu près, je pense, 7000 ouvriers en ce moment. En ce moment, on a 2600 personnes qui travaillent sur le village des athlètes. On va avoir un peu plus. On finit le gros œuvre. On est à 80% du gros œuvre réalisé. On va commencer le second œuvre. Et donc, c'est là que les effectifs les plus importants vont venir. Et les principaux défis de ce chantier? Notre chantier, il a un défi majeur, c'est de
d'avoir du sens. Quand on fait les Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris directement après la COP de Paris, donc directement après les accords, on ne peut pas construire comme avant. Et un des enjeux qu'on s'est donné, c'est de démontrer que dès les Jeux Olympiques, les engagements des accords de Paris étaient réalisables. Et d'où l'idée un peu de chantier du futur. C'est pas que c'est un chantier pour demain, c'est un chantier pour aujourd'hui. Mais on a essayé de se poser l'ensemble des questions qui vont transformer les secteurs de la ville et de la construction demain et qui doivent être et pour lequel on doit déjà montrer un résultat et un pas en avant dès nos chantiers. Alors, on s'est donné 5 thèmes. Le premier thème, c'est la neutralité carbone. Comment on est neutre en carbone en 2050 ? Il faut déjà commencer à faire des choses aujourd'hui. Il y avait une étape qui était assez connue au moment où... Enfin, le chiffre qu'on avait tous en tête en 2017-2018, c'était le facteur 4, en disant sur la partie résidentielle, construction, exploitation, il faut diviser par 4 les émissions. Et donc nous, on s'est dit comment, dès les Jeux, on divise par 2. C'était l'étape 2030 de la stratégie nationale bas carbone. Notre ambition, c'était de dire, enfin, en tout cas, le questionnement qu'on avait, c'était de se dire, est-ce qu'on peut réaliser 10 ans en avance, avec des permis délivrés en 2020, cette étape de la stratégie nationale bas carbone. Le deuxième enjeu, c'est évidemment l'adaptation au changement climatique. On est à Paris, une métropole presque du nord de l'Europe. Pour nous, les étés, c'était un sujet, parfois il faisait chaud, surtout ceux qui habitaient sous les toits, etc. Quand on regarde le climat de 2050 tel qu'il est modélisé par le GIEC et les grands organismes météo aujourd'hui, la question de l'habitabilité même de la ville en été aux horizons 2050 se pose. Et les appartements qui sont les plus recherchés aujourd'hui, orientés ouest ou orientés sud on pas forcément les appartements les plus vivables de demain. En tout cas, on doit s'interroger dès à présent sur les conditions, les propriétés nouvelles qu'il faut apporter au bâti pour que ce type de bien soit toujours vivable demain. Le troisième enjeu, c'est la biodiversité. Alors, dans le monde en général, les villes sont encore amenées largement à grandir. La croissance des villes ne peut pas avoir comme conséquence directe l'érosion de la biodiversité. Et donc pour cela, il faut que les villes elles-mêmes deviennent support de biodiversité, et donc à la fois le bâti, à la fois les espaces publics. Et donc c'est notre enjeu. Par exemple, quand on construit là, le village des athlètes que vous voyez, le long de la Seine, qui a une fonction de corridor écologique, c'est comment la biodiversité de ce site-là, les oiseaux, les petits mammifères, les chauves-souris, etc., sont chez elles, avec les habitants, avec les usages sur les quartiers qu'on construit. Le quatrième enjeu qu'on s'est donné, c'est celui de l'économie circulaire et de la matière. Donc le carbone, c'est une chose, la matière, c'est lié, mais c'en est une autre. Il faut être sobre au moment où on construit, mais il faut aussi que la ville, les bâtiments qui sont construits permettent à leurs futurs usagers de faire émerger l'économie circulaire et donc de mettre la matière en cycle avec les déchets, avec leur consommation. Et puis, dernier enjeu qui était directement pour nous lié au fait d'accueillir les Jeux paralympiques. Donc, il y a 4500 athlètes paralympiques qui seront accueillis sur ce village pendant les Jeux. C'est l'accessibilité universelle et donc c'est de penser la ville pour qu'elle permette des usages qui sont accessibles à toutes et tous, quelle que soit sa situation de handicap, de vieillesse, etc. On a tous traversé une période très difficile avec Covid-19 et après la crise de l'énergie. Est-ce que ça vous a posé beaucoup de problèmes? Est-ce que les deux vous ont posé des problèmes? Alors ça a beaucoup marqué notre projet. D'abord le Covid. D'abord, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on a quand même eu de la chance au moment du confinement. On était au début des travaux, on en était aux travaux des constructions, de préparation des sols. On avait beaucoup d'entreprises qui étaient habituées à travailler dans des milieux difficiles, et notamment avec amiante ou avec pollution, etc.
Et donc, dès que les règles de l'OPP-BTP sont sorties pour relancer les chantiers, on avait des entreprises qui étaient capables, du jour au lendemain, de repartir dans des bonnes conditions pour les compagnons. Donc, en réalité, on a perdu 3 semaines pendant le Covid. Et puis, pendant qu'on était confinés, on a préparé avec les opérateurs, avec les constructeurs, tous les permis de construire. On a même donné des ordinateurs au pouvoir public qui n'en avaient pas et dont certains, enfin pour lesquels parfois on avait peur qu'un certain nombre d'instructeurs puissent se retrouver démunis, mais voilà, on a pris quelques petites dispositions exceptionnelles qui fait que toute la période 1 du Covid, on l'a complètement géré. Ensuite, on a eu effectivement un vrai moment de vertige au retour, et notamment avec la pénurie d'un certain nombre de matériaux, dont le bois. Donc, on va voir, on construit quand même beaucoup en bois. Bon, le temps de constater cette crise et de trouver des solutions, on avait quand même des réponses. Et donc, derrière le vertige, on est retombé un peu sur nos pieds. Maintenant, ce qu'on voit avec l'Ukraine là est en réalité directement impactant. C'est sûr qu'on prend l'inflation comme tout le monde, avec quand même la chance que ça arrive un peu tard pour nous, et heureusement. Donc on est, comme je disais, on est à 80% du gros œuvre. Enfin, la partie la plus énergétique de nos projets est en général derrière nous. Mais on s'attend à ce que à mettre un peu plus d'argent que prévu, de l'ordre de 10% sur nos projets. Vous pouvez nous parler de vos ambitions sociales et sociétales? Alors oui, on fait pas ça, c'est pas simplement technique, on fait ça avec des ambitions sociales fortes. On fait attention à ce qu'on construit, on fait attention à ne pas le construire n'importe comment. Et en particulier, 10% des heures travaillées sur l'ensemble des chantiers sont dédiées à l'insertion professionnelle, et donc à des publics éligibles parce que, par exemple, ils sont éloignés de l'emploi, ce sont des chômeurs de longue durée, ce sont des jeunes sans qualification, ça peut être des travailleurs handicapés, des personnes résidant dans des quartiers prioritaires de la ville. Et donc pour 10% des heures. On a fait aussi attention à ce que l'ensemble du monde économique soit concerné par ces chantiers. Et donc 25% en valeur des chantiers sont réalisés par des TPE, des PME et des structures de l'ESS. On a aussi fait attention évidemment aux conditions de travail et avant tout aux conditions de santé et sécurité des compagnons. On s'est appuyé sur le travail des organisations syndicales et patronales qui, une fois n'est pas coutume, se sont rassemblées dans le cadre de ce projet. Ils ont appelé ça le comité de la charte sociale. Et donc il y a les 5 organisations syndicales représentatives, les 3 organisations patronales. Et avec eux, on définit, on réfléchit à la meilleure façon d'assurer des conditions de travail exemplaires pour les compagnons de l'ensemble de ces chantiers. Alors, c'est là. Une des caractéristiques très fortes de notre projet, c'est la réversibilité du village. Alors, parce que le village a 2 vies. Il est livré au moment des Jeux sous forme de chambres, donc 7 ou 8 000 chambres qui accueillent 15 000 athlètes. Et ces pièces-là, enfin ces appartements-là, sont réorganisés après les Jeux. Là, je ne sais pas si vous voyez les plans, mais donc il y a des chambres, il y a très peu de pièces communes, il n'y a pas de cuisine. En réalité, pour tout le village, il y a une très grande cuisine. Par chambre? Alors, pour tout le village, il y a un énorme restaurant qui est en fait la Cité du Cinéma. Ok, d'accord. Et évidemment, demain, les appartements vont changer, donc des cloisons vont bouger, des éléments vont partir, d'autres vont arriver. Et tout est prévu par les permis de construire dès l'origine. Donc on a, en fait, par une adaptation de la loi, créé le permis à double état. Et donc toutes les règles, quelles qu'elles soient, pompiers, etc., ont été vérifiées, sont certifiées pour l'état jeu et l'état futur. Et tout le monde considère, en voyant la qualité de ce qui est sorti,
que c'est quelque chose qui va ensuite être généralisé, enfin pour lequel on va réfléchir à des pistes de généralisation pour l'ensemble du secteur de la construction, de façon à ce qu'un immeuble puisse être conçu à 2 états et par exemple avec 2 usages. C'est pas que d'ailleurs logement, hein. On fait aussi logement tertiaire. Ah, donc en fait, tout ce que vous êtes en train de construire est complètement réversible. Donc après les jeux, ça va être pas forcément des logements, mais tertiaires, comme vous avez dit. Exactement, majoritairement des logements et un peu de tertiaire. Alors évidemment, on n'a pas cherché à faire systématiquement les choses les plus compliquées et les bureaux des centres, des comités nationaux olympiques ou du Paris 2024 sont accueillis dans des futurs bureaux, enfin dans des futurs immeubles tertiaires. Mais il y a quand même effectivement un certain nombre d'athlètes qui vont dormir dans des bâtiments qui seront demain des bureaux. Ok. Alors, on peut parler d'innovations qui sont mises en œuvre sur ce chantier également? Oui, alors je vous ai donné les grands thèmes d'innovation, donc on peut illustrer. Sur les questions de carbone, donc le premier enjeu pour nous, c'était d'utiliser, d'être sobre en matière et en carbone, et puis d'augmenter autant que possible la part de bois sur ces immeubles. C'est des immeubles quand même qui sont de moyenne hauteur, enfin ce ne sont pas des gratte-ciel, mais sont tous des immeubles de plus de 15 mètres, certains de plus de 28 mètres. Donc s'est posé la question de la réglementation incendie, mais s'est posé de façon générale la question des techniques qui étaient utilisées. Donc vous voyez un peu le mode constructif dominant là pour le village, donc structure poteau-poutre, et ensuite des façades à ossature bois, sur en général des socles en béton qui accueillent la partie commerce, activité en rez-de-chaussée. Et sur tous ces objets-là, il a fallu faire un pas en avant pour la filière. Et si chacun des constructeurs s'était chargé de le faire dans ce comté, ça n'aurait jamais été possible dans les délais qui étaient les nôtres. Et donc on a su faire ça à travers une stratégie d'innovation commune à l'ensemble des constructeurs, et notamment pour nous avec un partenariat avec le CSTB, qui nous a permis de réaliser des guides constructifs qui ont permis à l'ensemble des constructeurs de s'appuyer dessus pour ensuite, avec leurs industriels, définir leurs solutions et obtenir les ATEX sur ces solutions-là. Et tout ce qu'on a fait sera restitué. On le fait toujours en lien très fort avec les acteurs de l'héritage, avec les filières et avec les organismes certificateurs comme le CSTB ou le PPBT ou l'AQC ou le CEREMA. Alors, on n'a pas tout fait en bois. Il y a du béton, et donc on a été un chantier vraiment démonstrateur déjà de l'utilisation du béton bas carbone de façon généralisée, mais aussi on a permis à des constructeurs de tester des solutions nouvelles. Et donc ça, c'est un exemple, c'est le béton ultra bas carbone de Vinci. Donc c'est leur gamme Exegi qu'ils font avec Ecosem. Qui présente 70% de réduction d'émissions de CO2 par rapport à du béton classique, donc qui est réalisé sans clinker à base de laitier alcali activé. Ils en avaient mis 2 piliers porteurs sur leur siège à Rueil. Avec nous, ils ont fait tous les planchers de la partie tertiaire qu'ils font à Saint-Denis, donc pour plus de 10 828 mètres cubes. Un autre exemple, donc cette fois-ci sur l'adaptation, on a eu une innovation assez forte pour un maître d'ouvrage, c'est qu'on a demandé à tous les constructeurs et à toutes les étapes de démontrer que sous le climat de 2050, l'ensemble des pièces, donc la pièce la plus chaude, était habitable sous le climat normal 2050. Et donc à partir de STD, mais au stade concours, à la PD, au permis et au moment du pro. Et on y arrive, avec une performance thermique des bâtiments importante. On y arrive avec souvent cette structure de plot, avec des cours intérieurs qui sont très végétalisés, avec une gestion de l'eau très forte, et qui, en contraste avec la partie extérieure plus minérale, permet de la ventilation naturelle. On y arrive aussi parce qu'on a mis à disposition de l'ensemble des bâtiments le réseau de froid des bureaux, qui est connecté sur des planchers rayonnants, donc qui vont émettre et du chaud et du froid.
du froid à très basse puissance, mais ça permet de casser les longues dérives, puisque si vous regardez le climat de 2050, vous verrez des périodes de 10 jours avec 36 degrés tous les jours et des températures minimum très hautes. Et il suffit, quelle que soit l'isolation du bâtiment, de vivre dedans pour que la température décroche et qu'on puisse jamais se rafraîchir. Et donc la question du froid en ville va nécessairement se poser. Et pour que ce soit vivable, ce n'est pas de la climatisation individuelle et chacun rejette sa chaleur dehors. Il va falloir mettre en place des solutions collectives bas carbone. Et il va falloir même penser l'usage de ce froid pour les publics prioritaires, pour les appartements plus sensibles, etc. Wow, un chantier réversible, éco-conçu et innovatif. Ouais, et alors, on est allé même très loin. Là, donc c'est avec la Caisse des dépôts. Donc ça, c'est sur l'économie circulaire. Donc c'est un projet d'immeuble qui va recycler complètement ces eaux grises, noires, la matière organique à travers différents équipements, en faisant intervenir des nouveaux acteurs industriels qui n'étaient pas spécialement dans le monde de la construction jusqu'avant. On va beaucoup travailler, je l'ai dit, sur l'accessibilité universelle. Donc ça, c'est des exemples autour de la signalétique, à la fois pour les personnes qui sont malvoyantes, pour les personnes qui ne savent pas lire, pour les personnes qui ont des difficultés de compréhension, pour les personnes aussi parfois vieillissantes qui peuvent perdre l'orientation pendant des moments donnés. Donc c'est la signalétique qui est lisible, qui organise la ville, qui est aussi qui est sonore, puisque tout le monde ne peut pas lire. Voilà, donc c'est des différents exemples qui, pour nous, sont extrêmement importants. Et le dernier enjeu d'innovation, c'est l'appropriation de tout ça par les habitants. Et donc, on a lancé un appel à projet qu'on avait appelé Smart Citizen pour faire émerger des solutions nouvelles, et notamment numériques, pour permettre aux futurs habitants d'être eux-mêmes partie prenante de la transition écologique de leur territoire, en sachant se saisir des opportunités qui leur sont offertes par différents acteurs à différentes échelles, même parfois dans leur logement sans qu'ils le sachent. Et donc, on va beaucoup communiquer bientôt sur ce projet, puisqu'on va financer le lauréat, qui est notamment organisé autour d'IRI, l'Institut de recherche et d'innovation, qui est l'espèce de think tank qu'avait créé Bernard Stiegler et qui était hébergé au centre Georges Pompidou. Et voilà, donc ça fait beaucoup de travail pour peu de temps, puisque la conclusion quand même, c'est qu'on est dans les temps et que dans 14 mois, on livre. Donc au 31 décembre 2023. Et ensuite, on lève les réserves. Et puis en mars, on passe ça à nos amis de Paris 2024 pour qu'ils puissent préparer l'événement. On a hâte de voir ça. Merci beaucoup, Monsieur Swish, pour cette présentation. La dernière présentation de la matinée. Merci à tous nos intervenants pour leur précieuse contribution. N'hésitez pas à partager vos réactions sur les réseaux sociaux avec le hashtag Batimat 2022. Je vous donne rendez-vous cet après-midi à partir de 14 h pour nous pencher sur tout un autre sujet, celui de vivre ensemble et du bien-être dans la ville. Nous allons avoir la chance d'écouter la philosophe Cynthia Fleury et Carlos Moreno qui partageront leur vision d'une ville qui prend soin de ses habitants tout à l'heure, et bonne visite du salon.